Bonjour et heureux de vous retrouver encore en ce jour pour la réflexion hebdomadaire, l'émission entretien de la semaine sur l'état santé, rencontre et échange, nouveau numéro, le 300e, pour parler encore de ces faits de société chez nous au Togo sur le plan socio-politique avec cette feuille de route de la CEDEAO censée mener notre pays à des lendemains meilleurs. Et ça fait maintenant 3 ou 4 semaines que nous recevons chaque acteur politique pour se prononcer sur cette feuille de route. Aujourd'hui, c'est le tour du net, le nouvel engagement togolais ici représenté sur mon plateau par son président, M. Djeri Tama. M. Tama, merci à cette notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. C'est cela. Alors avec vous, on va réfléchir encore une fois sur cette feuille de route, mais en attendant, en introduction à cet entretien, parce que c'est la première fois que je vous reçois après le mauvais incident de Bruxelles, M. Djeri Tama. Comment ça s'est passé concrètement? Sans entrer dans les détails. Hein. Non, mais bon, on va dire que, vous savez, régulièrement quand je voyage en Europe ou hors du Togo, j'ai toujours, avec beaucoup de plaisir, à rencontrer nos compatriotes qui le veulent bien pour décrypter, comme nous allons le faire aujourd'hui, l'actualité politique nationale. Et c'est à ce titre que nous avions donc prévu une rencontre à Bruxelles, dans une salle privée. Donc c'était un voyage politique, c'est ça? Non, c'est un voyage privé. Aujourd'hui, des partis comme les nôtres ne peuvent pas se permettre des voyages politiques, on n'en a pas les ressources. Donc lors d'un voyage privé, comme on le fait partout, on profite toujours pour rencontrer les Togolais qui veulent bien nous écouter. Et donc c'est à ce titre qu'on a voulu rencontrer le 24 juillet dernier des compatriotes togolais à Bruxelles, non, juin dernier plutôt à Bruxelles. Et ensuite, nous avons eu la surprise de voir dans la salle des personnes, je ne veux pas dire qu'ils n'étaient pas invités puisque l'invitation était libre, mais des personnes qui, au moment où nous sommes passés donc, à la phase de questions-réponses, après notre exposé, des personnes qui ont commencé à nous agresser, d'abord par des jets d'œufs, et puis après par plutôt une vraie tentative d'agression physique. Dieu merci, les personnes qui étaient dans la salle, que ce soit ceux qui étaient venus avec nous, ou d'autres Togolais qui forcément ne partagent pas nos opinions, se sont interposés et ont fait échec à cette tentative d'attaque. Et donc je profite encore une fois de l'occasion pour les remercier. Ce n'est pas ainsi que nous concevons la démocratie, mais il n'en reste pas moins que nous continuerons à célébrer la diversité d'opinions. C'est parce que c'est cette diversité d'opinions qui donne de la richesse à la démocratie. Oui, quel était le contenu de votre message? En réalité, ce n'était pas le contenu du message, parce que nous avons vu sur des vidéos que ces personnes ont quitté l'Allemagne, ont enregistré des vidéos dans le train venant en disant qu'ils vont venir s'attaquer à M. Djeri Tama. Donc, ce n'est pas les propos tenus dans la salle qui ont provoqué leur réaction, mais c'est que c'est quelque chose qui était prémédité, planifié. Bon, maintenant, après, comme je l'ai dit, nous avons toujours une position en ce qui concerne la crise politique, en ce qui concerne les éléments de sortie de crise, et cette position, nous ne l'avons jamais changée. La crise politique, elle est le reflet d'une frustration. Si, on en reparlera, mais alors encore sur ces incidents, est-ce que c'est vrai qu'il était question de dire que le maximum de crise n'était pas encore atteint pour peut-être appel à l'aide internationale? Non, nous disons tout simplement qu'aujourd'hui, la crise togolaise telle qu'elle est, nous ne pouvons pas vouloir encore que des gens meurent pour que les acteurs politiques commencent à régler la crise. Et qu'une personne morte de trop, une personne morte au Togo est une personne de trop. Et que connaissant l'appareil sécuritaire et les rapports de force, toute tentative de prise de pouvoir par la rue fera forcément des victimes et que nous n'avons pas besoin de ces victimes. Et qu'aujourd'hui, il y a un cynisme qui existe dans la communauté internationale qui veut que c'est quand on a un certain nombre de morts que les gens se prennent sur la situation et que nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin qu'on dise qu'il y a 20 morts, 30 morts, 40 morts avant qu'on dise l'Union européenne, l'ONU vient se pencher sur la situation togolaise. Là où nous-mêmes en tant qu'acteurs, en tant que Togolais, nous pouvons nous asseoir, prendre la mesure de la frustration du problème togolais et le régler. Et donc, on n'a pas besoin de morts supplémentaires au Togo pour commencer à trouver des issues à la crise togolaise. C'est ce que nous disons et c'est ce que nous leur avons dit. Et c'est ce qu'ils n'ont pas apprécié? Non, comme je l'ai dit, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec nos propos, puisque les gens qui jetaient les œufs étaient venus pour nous jeter des œufs et nous agresser. Puisqu'ils ont enregistré une vidéo avant d'arriver en disant: nous allons venir, on a prié même sur les œufs, ça va enlever le pouvoir de M. Djeri Tama. Donc, il faudrait dire que j'en ai de pouvoir. Donc voilà, ça n'a absolument rien à voir avec les propos, puisque ces propos-là, on les a toujours tenus et on les assume. On n'a pas besoin de morts pour régler une crise politique.
Et aujourd'hui, on peut dire que si on évalue à 16 morts depuis le début de la crise, c'est 16 morts de trop. On n'a pas besoin d'afficher des morts pour dire, écoutez, vous voyez, tel nombre de personnes sont mortes, venez régler leur problème. Notre problème, il est politique, il est peut-être juridique. Il faut qu'on puisse le régler sans forcément avoir besoin de morts. Vous avez présenté ces incidents-là. Est-ce que vous y avez une fois pensé que ça pouvait arriver? Non, honnêtement, pensé quand même que des gens... Je pouvais m'attendre à ce que, et en tant qu'homme politique, que des gens me huent dans une salle. C'est normal, ça fait partie de ce que, voilà. Mais que des gens tentent d'agresser parce qu'on n'a pas la même opinion, ouais, ça, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. Peut-être que ce n'est pas la dernière fois, tant que nous continuerons à assumer notre différence. Mais je pense que ce qui m'a choqué, ce n'est pas tant ces deux personnes qui n'ont rien compris. On s'est rendu compte même dans la salle que, parce qu'il y a une des trois personnes qui était très violente, qui nous attaquait par rapport à une interview qu'on a faite sur RFI. Et quand on a repassé l'interview, tout le monde s'est rendu compte qu'ils n'avaient même pas compris le français qu'on avait utilisé dans l'interview. Donc c'est souvent les personnes qui ne comprennent pas en réalité les éléments de l'enjeu. Ce qui était choquant, c'est qu'une partie de on va dire, de l'opinion publique togolaise, que ce soit de la diaspora ou alors togolaise, trouve que ce genre d'acte était acceptable et qu'il fallait même peut-être aller plus. J'ai entendu des gens dire, mais pourquoi il fallait même il n'y a pas de bâton là-bas, il n'y a pas de coucou, il n'y a pas d'armes et ainsi de suite. Qu'on puisse aujourd'hui, pour certaines personnes qui se revendiquent de la démocratie, donc de la liberté d'opinion, pouvoir accepter, valider une attaque aussi ignoble sur simplement une différence d'opinion, ceci dépasse l'entendement. Bon, maintenant, après, vous savez, nous sommes au Togo. Oui, mais est-ce que vous savez que vous n'étiez pas un terrain conquis dans la diaspora? Non, il n'y a pas de terrain conquis. Oui, parce qu'en réalité, vous avez remarqué, hein, je vous connais esprit assez ouvert, très ouvert même, que la diaspora était beaucoup plus active du côté de l'opposition. Non, mais vous savez, ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de rencontre. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Et comme je l'ai dit, en dehors des trois personnes qui sont montrées assez agressives, les autres étaient venus pour écouter et apporter la contradiction. C'est ce qu'il faut, bien entendu. Donc il y a eu trois personnes, ce que je dis, pauvres mecs, qui n'ont rien compris à la démocratie et qui ont malheureusement enlevé aux autres la possibilité d'un échange contradictoire. Sinon, ce n'est pas la première fois. Chaque fois que moi je suis parti en Europe, ou bien dans d'autres pays, je l'ai fait à Abidjan, je rencontre la diaspora togolaise qui est dans ces pays-là et on échange parfois dans un bar. Au nom de votre parti, c'est ça? Au nom de mon parti, bien entendu. Ça n'a jamais posé de problème. À la quête de l'électorat ou bien Non, malheureusement, la diaspora togolaise à ce jour ne vote pas. Mais il est très important que nous puissions faire comprendre les enjeux du pays à une diaspora qui contribue à hauteur d'un quart de notre budget national. La diaspora togolaise, c'est autour de 300 millions et milliards de francs qu'elle contribue au Togo. Et donc, il est très important qu'on puisse lui permettre de comprendre les enjeux et de mieux, à la limite, peser sur la politique nationale. Parce que s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ben, ils ne peuvent pas peser. Mais aujourd'hui, je pense que le gouvernement même sait qu'il y a une diaspora qui existe. Et si on veut leur proposer des choix, il faut qu'ils sachent exactement ce qui se passe dans le pays. Ce qui n'a pas été le cas. D'où leur vote indispensable, comme le revendique la C14. Je pense que nous avons, depuis 2012, revendiqué le vote de la diaspora pour une raison très simple. C'est que l'exercice du vote est un droit fondamental. Et quand on est un Togolais, on doit pouvoir exercer ce droit fondamental-là. Donc, ce n'est pas une question d'exigence d'une formation ou pas. Vous savez, depuis la Constitution de 92, avait fait du vote de la diaspora une réalité. Mais l'ensemble des partis politiques de l'époque n'ont jamais mis ce vote de la diaspora là devant. Donc aujourd'hui, je pense que c'est revenu au goût du jour, c'est une bonne chose. Nous le revendiquions depuis 2012, c'est une bonne chose. Mais il n'en reste pas moins qu'on parlera tout à l'heure de la feuille de route, il n'en reste pas moins qu'entre les intentions du vote de la diaspora et la réalité, il y a un peu de distance aussi à parcourir. Tu dis directement, quelle leçon vous tirez de ces incidents malheureux de Bruxelles? Bon, la seule leçon... Après, vous avez dit que vous avez pardonné, aussitôt après vous avez réagi sur votre compte Twitter, sur votre compte Facebook, vous avez même dit que vous avez pardonné aux auteurs à leur commodité. C'était sincère ce pardon? Oui, non, la prochaine fois, c'est qu'on prendra plus de mesures sécuritaires, c'est tout. Sinon, chaque fois que je serai hors du pays et que des compatriotes me solliciteront, ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on ira à leur rencontre. Mais cette fois-ci, je pense que la prochaine fois, on prendra plus de précautions. On aurait pu alerter la police pour qu'elle mette un cordon de sécurité. On ne l'a pas fait parce qu'on était parti sur le principe, quand nous, Togolais, on pourrait s'entendre. Ce n'est peut-être pas le cas, évidemment. La prochaine fois, on prendra les dispositions, tout simplement. Et la leçon?
Non, la leçon, c'est que, écoutez, au-delà de 2 ou 3 personnes qui n'ont rien compris, la diaspora togolaise est très attachée à leur pays, au Togo, et elle a une grande soif de ce qui se passe dans le pays. Elle y contribue déjà sur le plan économique, et nous espérons qu'elle contribuera même sur le plan politique, puisqu'elle ne le fait actuellement. Vous avez dit que vous allez retourner, vous le dites, n'est-ce pas? Et pour quel message, pour quel discours encore? Non, en français, vous avez les discours des politiciens dépendent des contextes. Chaque fois que la situation change, le discours change. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la mise en œuvre d'une feuille de route. Et si la chance me permet de retourner à la diaspora, je parlerai bien entendu de l'analyse que je fais de la mise en œuvre de cette feuille de route. Ça changerait. Le discours changera, mais je pense qu'il y a des valeurs qui sont permanentes. La première, c'est le pragmatisme qui caractérise notre engagement politique. Le deuxième, c'est l'humanisme. Parce qu'il faut que l'être humain soit au cœur de l'action du politique. Sinon, ça ne sert à rien. Et le troisième, c'est le progressisme. C'est de faire en sorte que notre engagement politique s'adapte régulièrement au contexte dans lequel nous vivons. Autrement, là aussi, ça ne sert à rien. C'est ça. Rencontre échange, l'entretien de M. de la Santé, je reçois pour vous directement président du nouvel engagement togolais. C'est avec lui qu'on va réfléchir sur cette feuille de route. Cette introduction est en fait. Alors, il y a un an, M. Directement, il commençait les événements qui vont marquer un déclic de notre lutte vers la démocratie. C'était le 19 août 2017. Et un an après, est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Est-ce qu'il y a un bilan à faire? Quelle lecture vous en faites? Il y a des leçons à tirer. La première, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une frustration qui est celle de beaucoup de Togolais. Une frustration qui repose sur la difficulté que beaucoup de Togolais ont à tirer le diable par la queue, à trouver à manger, à trouver ce qu'on appelle généralement les services sociaux de base, surtout l'emploi. Aujourd'hui, vous savez, par an, vous avez 70 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi et en retour, vous avez moins de 5 000 places qui sont offertes par le gouvernement et l'ensemble des services. Donc le décalage, il est très important. Et donc, la première leçon qu'on doit tirer, c'est que il y a une frustration qui est là, et on peut la régler peut-être d'une façon ou d'une autre, mais si on ne va pas chercher le fondement même de cette frustration, elle reviendra. Ça, c'est le premier élément. Voilà. La deuxième leçon, je pense aussi que au-delà de tout, le peuple togolais est plus attaché à son unité qu'autre chose. Parce qu'on aurait pu assister à ce qu'on a assisté dans d'autres pays, une implosion complète de notre société. On n'a pas assisté à cela, je pense que c'est très important. Et puis la troisième leçon, je pense que la crise a permis de se rendre compte qu'il y a peut-être je ne vais pas dire une bipolarisation, mais qu'il y a plusieurs groupes politiques ou bien plusieurs courants politiques. Vous avez ceux qui sont de l'opposition regroupés autour du centre, de l'opposition regroupée autour du C14. Vous avez le parti au pouvoir et vous avez d'autres formations qui sont, que ce soit du GRET ou bien du groupe des centristes, qui sont hors de ces regroupements-là, mais qui existent et qui existent par des propositions qui font régulièrement. Donc oui, je pense que ça montre aussi la vitalité de la démocratie togolaise. Ce fut un engagement général et qui s'est emparé de la population une première fois. Et ces manifs n'étaient pas seulement cantonnés à Lomé, mais ça a couvert toutes les régions du Togo. Non, il ne faut pas. Moi, je pense qu'on fait une mauvaise analyse. En 2013, lors des élections législatives, beaucoup de régions du Nord ont accordé des voix à l'opposition. Dampel n'avait jamais accordé de voix à l'opposition. Bassa non plus. Et dans le Tone, on a eu des voix. Dans Mango, on a eu des voix. Donc, en réalité, il y avait déjà ce socle-là qui existait. Et si vous regardez les lieux où il y a eu des manifestations, vous pouvez les opposer aux lieux où vous avez l'opposition à gagner des élections. Donc, en réalité, le soulèvement, on va dire, électoral existait déjà depuis 2013. Il n'a eu qu'à se formaliser, à prendre corps avec les manifestations de 2019. Donc, non, déjà, il faut prendre le principe que déjà, depuis les élections législatives de 2013, on a vu quand même un phénomène nouveau. C'est que des endroits qui étaient supposés être des bastions, le Grand Nord, être des bastions du parti au pouvoir, sont tombés, même s'ils n'ont pas tombé entièrement, mais ils ont perdu parfois un député, parfois deux. Donc, oui, il y a la bipolarisation régionale qu'on nous a forcé à prendre depuis longtemps, a volé en éclat depuis 2013 et elle s'est matérialisée avec beaucoup de force en 2017 avec donc les premières manifestations dans les 5 préfectures, dans les 5 lieux du PNP et après les autres manifestations qui sont passées régulièrement
dans beaucoup d'endroits à l'intérieur du pays. Dans ces conditions, pourquoi ne pas choisir clairement sa position? Parce que, vous l'avez dit, il y a d'un côté le régime, de l'autre l'opposition classique ou traditionnelle, comme on le dit, et vous constituez le groupe des centristes, n'est-ce pas? Non, nous avons, vous savez, en ce qui concerne le net, puisque là je préfère parler plutôt au nom du net, nous avons participé dès le 6 septembre, donc 7 jours après, une vingtaine de jours après un mois, aux manifestations de l'opposition. Nous avons peut-être même manifesté plus que certains leaders politiques, puisque nous avons pris systématiquement manifestation du 6, 7, 20, 21 et puis 4, 5 octobre. Et c'est après le 5 octobre, après ce qui s'est passé à Lomé, vous savez, après le 5 octobre, il y a eu beaucoup d'échauffourées dans la ville de Lomé, que nous avons dit, aujourd'hui le rapport de force n'est plus à l'insurrection populaire qui va déboucher sur... Des morts. Non, pas seulement sur les morts, sur le changement de régime. Parce que malheureusement, il faut aussi avoir le pouvoir de le dire, on était beaucoup plus dans cette logique-là. Après le 5 octobre, nous avons dit non. Aujourd'hui, il faut aller à la négociation, il faut aller au dialogue, parce qu'aucune des deux forces ne peut prendre le pas sur l'autre. L'opposition, à l'époque regroupée donc, au niveau des groupes des 14, qui était dans une logique de prise de pouvoir par la rue, avait perdu un peu la main et n'était plus en mesure de prendre le pouvoir par la rue. Quand vous faites une manifestation, vous êtes encadré par les gendarmes et que vous arrivez à votre lieu de chute et que vous faites votre discours, vous rentrez chez vous, ce n'est pas comme ça, par ça que M. Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir. Donc oui, nous avons participé aux marches d'abord et puis après on s'en est désolidarisé en disant nous ne pouvons pas, et là nous continuons à le dire. Déjà à partir d'ici, nous disons, la question du retour à la Constitution de 92, même au-delà peut-être de son caractère lénifiant, on dit ouais c'est bien, mais les rapports de force à l'Assemblée ne permettent pas de le faire. Et quand le 7 juillet le 7 septembre plutôt, 2017, le chef de file de l'opposition a dit qu'il fallait la seule négociation qui était possible, le départ de M. Faure Gnassingbé, nous étions aussi désolidarisés avec en disant, écoutez, quand on a un mandat qui a été reconnu par l'ensemble des acteurs, on fait en sorte que ce mandat finisse, mais on ne peut pas, dans l'état de rapport de force qu'on a, dire, nous voulons que une institution aussi importante que la présidence, qu'on puisse la prendre à Roseau-Poil. Donc, nous avons marché, et à partir du 8 octobre, nous avons dit, il faut aller au dialogue, il faut avoir une approche qui permette par un consensus de faire la réforme. Et puis bon, en réalité, quand vous regardez ce que nous avons dit le 8, c'est à peu près ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc au départ, vous étiez pour cette marche et vous étiez dans la... Nous continuons à penser que le soulèvement populaire devait pouvoir aboutir à des réformes qui permettent la juste dévolution du pouvoir politique par les élections. Parce que vous savez, quand vous êtes en démocratie, quand vous choisissez la démocratie comme régime politique, vous n'avez pas d'autre choix que de gagner le pouvoir que par les élections. Il n'y a pas d'autre choix. Si vous prenez d'autres choix, vous n'êtes pas dans un régime politique. Donc, à l'époque, nous disions qu'il faut transformer cette mobilisation populaire en un moyen d'action pour avoir les meilleures réformes qui soient. Et bon, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus... Nous n'avons pas changé d'opposition depuis. Et puis, comme je l'ai dit, on a l'impression qu'on a été prémonitoire et qu'aujourd'hui, nous sommes plus ou moins dans cette logique-là. Ce n'est pas la première fois qu'il y a ce va-et-vient. Tantôt, vous étiez au niveau de la coalition à Cassiel, après, c'est fait le CAP 2015. Et puis, en début de mouvement, vous étiez dedans, et puis après, vous êtes encore petit. Non, je pense que... Ce n'est pas ce qu'on vous reproche parfois en vous traitant de... Bon, maintenant, après... oui. Non, mais non. Ben justement, vous savez pourquoi est-ce qu'on n'a pas été à la C14 ? Si nous avions été à la C14, toute sortie de la C14 aurait été mal appréciée. Nous avons fait les marches en tant que citoyens, en tant que parti politique qui se retrouvait dans certaines des revendications. Et nous avons toujours pris le soin, à la veille de chaque manifestation, de publier un communiqué de presse qui dit pourquoi est-ce que nous allons marcher. Et quand nous avons décidé de nous en retirer, nous avons fait aussi sortir un communiqué pour dire pourquoi est-ce que nous en retirons. Parce que depuis, vous savez, depuis le 20 décembre 2014, nous avons décidé que nous ne rentrerons plus dans aucun regroupement politique. Parce que justement, vous faites bien de le dire, nous avons beaucoup perdu à faire des regroupements politiques en 2013 et 2014. Nous sommes rentrés dans des regroupements, on ne s'est pas retrouvés, on s'est retrouvés dans ces regroupements-là où c'est la dictature de la pensée unique d'une ou de deux formations. On a dit, écoutez, nous avons lancé un leitmotiv en 2012, on dit on veut faire la politique autrement. Donc, si nous sommes rentrés dans ces regroupements en espérant changer les choses de l'intérieur, et ça n'a pas marché, prenons sur nous notre responsabilité de nous mettre tout seuls
et de faire en sorte que, même si ça va prendre du temps, que notre idéologie puisse peut-être un jour s'imposer à l'ensemble des Togolais. Donc, nous avons marché avec les gens, mais nous n'étions pas dans la C14, ce qui ne nous a pas posé problème, particulièrement quand il a fallu quitter. Et pourtant, vous avez retrouvé avec d'autres formations pour former le regroupement des centristes. Non, c'est justement ça. Donc, ça n'existait pas? Non, le groupe des centristes n'est pas un regroupement de partis politiques. C'est juste un cadre de concertation, de propositions qui, sur des sujets donnés, peut se retrouver et faire des propositions. La preuve, c'est que depuis que le groupe des centristes a été lancé le 14 avril 2018, il y a eu à peine 2 communiqués de presse. Donc, si vous prenez les communiqués de presse du net, on en a une dizaine. Vous avez régulièrement des sorties du net sur le terrain et on ne le fait pas au nom des centristes. Nous avons pensé à un moment, face à la bipolarisation qui s'est mise en place, que des formations politiques puissent discuter ensemble et faire sortir des idées. C'est ce que nous avons fait avec les centristes. Nous avons envoyé des propositions au niveau des facilitateurs. Nous pensons même que certaines de nos propositions ont été prises en compte. Mais il ne reste pas moins que nous pensons qu'aujourd'hui, il est très important qu'un parti politique, quand il se crée, c'est de montrer sa vraie valeur. Ce n'est pas pour se cacher derrière les autres. Et tantôt, quand ça ne marche pas, on dit c'est la faute aux autres. Et quand ça marche, on dit c'est grâce à nous. Non, un parti politique, quand il est là, c'est d'aller à l'encontre des électeurs, de pouvoir, puisque c'est du marketing, de pouvoir présenter son programme politique aux populations. Et puis, si son programme politique est intéressant, que les populations s'y adhèrent, au lieu de continuer systématiquement à se mettre en place. Après, on ne sait jamais finalement quel est son réel poids politique. Et donc, vous finissez par être le petit poussé systématiquement parce que vous n'avez jamais eu l'occasion d'affronter la population. Donc non, nous, aujourd'hui, le groupe de centristes, c'est juste un cadre de proposition et de concertation. On se retrouve de temps en temps, on fait sortir des idées, et puis, qui sont axés bien entendu sur le centrisme. En dehors de ça, nous faisons le travail au niveau du net. C'est ça. Alors, autre préoccupation de la discussion, c'est finalement, CEDEAO est intervenu dans notre crise après plusieurs rencontres bilatérales avec les protagonistes de la crise pour finalement sortir le 31 juillet dernier des recommandations contenues dans une feuille de route soumise donc aux acteurs politiques. Et cette feuille de route, votre première réaction, c'est de dire que vous êtes en colère. Alors, non, ce n'était pas la première réaction. Pas la première réaction. La première réaction, c'est un soulagement. C'est ça, oui. Un soulagement parce que je pense que les personnes qui souffrent le plus de la crise, ce n'est pas nous les acteurs politiques. Vous me voyez ici plutôt bien, j'ai les jours rebondis comme tous les acteurs politiques. On mange bien, on a les 3 repas par jour, tous les acteurs politiques. C'est les personnes aux faibles ressources. C'est la pauvre dame qui vont au coin, qui vont à louer, qui vont le cure-dent et qui n'arrivent pas à vendre parce que, en fait, la crise politique a fait que tout le monde réfléchit à 2 fois avant de sortir. Oui. Donc, du coup, c'est ces personnes-là qui souffrent. Et donc, que la CEDEAO puisse faire sortir une feuille de route. Non, nous, on a été d'abord soulagés et dans la foulée, on a fait sortir un communiqué pour dire qu'on est soulagés. J'ai été un peu en colère quand nos amis de la C14 ont dit qu'ils prennent acte. Et c'est là que j'ai dit non. Parce que durant une année, nous, on a été traités de tous les noms. Parce que nous ne répondions pas, nous n'accompagnions pas les revendications phares. Retour à la Constitution de 92, départ immédiat de Faure Gnassingbé, départ différé de Faure Gnassingbé, gouvernement de transition. Tous ces points sur lesquels nous avons toujours prononcé en disant c'est des choses qui sont difficiles à obtenir, on nous a traités de tous les noms. Et donc, qu'aujourd'hui, la CEDEAO vienne dire exactement ce que nous disions, et donc botte en touche l'ensemble de ces revendications phares, et finalement donne quelque chose qui était accessible depuis le 4 septembre 2017, quand le gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi. Nous, honnêtement, ça nous a mis en fureur. Parce qu'en réalité, quand vous regardez la feuille de route, qu'est-ce qu'il y a dedans qu'on n'aurait pas pu faire depuis le 4 septembre? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous prenez, vous faites la part des choses, vous avez la limitation de mon nombre de mandats. On avait déjà le 4 septembre, vous avez la limitation les élections à 2 tours. On avait déjà le 4 septembre. Et ce qui s'ajoute à cela, c'est uniquement la recomposition de la Cour constitutionnelle. Est-ce que les acteurs politiques togolais ne pouvaient pas s'entendre le 4 septembre à l'Assemblée sur une affaire de recomposition de la Cour constitutionnelle? Alors qu'aujourd'hui, nous avons des morts, des bâtiments. Ce n'est pas la faute à la C14. Non, je dis, c'est pour ça que je dis qu'en réalité, à l'époque, même l'idée de pouvoir aborder d'autres sujets en dehors du retour exclusif à la C92, à la Constitution 92, toute personne qui disait, écoutez, pourquoi ne pas amener 3 ou 4 éléments d'autres
pour ajouter sur les propositions du gouvernement était considéré comme un scélérat, était considéré comme un traître. On disait non, la seule chose que le peuple demandait était le retour à la Constitution de 92. C'est pour ça que nous avons été un peu frustrés. Parce que hypothèse numéro 1, c'est le peuple qui le demande. Et en ce moment-là, ce peuple-là sort pour dire au président de la CEDEAO, vous nous trahissez. Hypothèse numéro 2, ça veut dire qu'on savait dès le départ que, en fait, les quelques avancées de la feuille de route étaient accessibles et on n'aurait pas fait tout ce dégât. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont morts, on ne peut pas les ressusciter. Les bâtiments qui sont cassés, on n'est pas en mesure de les reconstruire, sauf à avoir vous savez, dans nos pays, on n'a pas d'assurance. Les gens qui ont été blessés, les gens qui ont perdu des membres, on ne peut pas. Et donc, là, j'ai été un peu furieux parce que la logique et la cohérence auraient été qu'on dise, nous avons demandé quelque chose, la CEDEAO ne nous a pas donné, le peuple togolais est opposé à ce que la CEDEAO donne. Ou bien alors dire, nous reconnaissons que nous aurions pu, ça n'a pas marché, nous présentons donc nos excuses au peuple togolais. Que de dire, finalement, oui, on prend acte. Et donc, écoutez, on fait avec. Parce que si on fait avec, pourquoi on n'a pas fait depuis septembre 2017? Donc c'est ça qui a fait notre colère. Mais maintenant, après, vous savez, en politique, on s'énerve le matin et puis le soir, on est calmé. Après, on s'est calmé. Aujourd'hui, le plus important, c'est comment faire pour tirer le meilleur de cette feuille de route et faire en sorte que le peuple togolais se retrouve avec lui-même et avec cette feuille de route. C'est le plus important. Alors, dans le contexte de ces feuilles de route, comme vous le dites, que les dispositions qui existaient déjà sont encore contenues dans ces feuilles de route. Donc ça vous satisfait finalement ce qui a été proposé par la CEDEAO? Non, c'est un minima. Vous savez, le 4 février dernier, le net a fait sortir l'ensemble de ses propositions. Pour la révision constitutionnelle, on propose l'amendement de 26 articles. 26. Et quand vous avez avec la proposition de la CEDEAO, vous avez à peine 3 articles. La composition de la Cour constitutionnelle, limitation de mandat et élection de tour. Donc sinon on nous propose 26 et qu'on nous donne 3, on ne peut pas applaudir. Sur l'amélioration du cadre électoral, on a près de 13 dispositions qu'on souhaiterait qu'on améliore. Aujourd'hui, on améliore quoi? Sachant que le recensement électoral était déjà acquis en début d'année. Donc en réalité, c'est uniquement le vote des Togolais de la diaspora. Et nous, on allait plus loin. On en parlera peut-être plus tard. En disant, nous, on a proposé que pour le vote de la diaspora lors des élections législatives, qu'on ait 4 circonscriptions pour la diaspora. Une circonscription en Europe, une autre en Asie, une autre en Afrique, une autre en Amérique. Parce que si vous prenez les élections législatives, s'il n'y a pas de circonscription pour la diaspora, elle ne peut pas voter là où elle est. Vous ne votez que dans votre circonscription. Et donc, si dans votre région, il n'y a pas de circonscription, vous ne votez pas. Donc, en réalité, nous ne pouvons pas dire bravo. Mais comme je l'ai dit, nous disons oui, il fallait mettre un terme à la situation. Mais par rapport à nos propositions, nous sommes très en deçà de ce que la CEDEAO propose. Et la deuxième interrogation, c'est que autant il y a une date butoir fixe pour l'organisation des élections législatives qui est le 20 décembre, personne ne dit rien par rapport au cadre espace-temps des réformes constitutionnelles. On ne nous dit pas quand est-ce qu'on fait les réformes constitutionnelles. Est-ce qu'on les fait avant le 20? Est-ce qu'on les fait après? Quand est-ce qu'on les fait? On n'en sait rien. Ce qui veut dire que depuis cette décision de la CEDEAO, rien n'est joué, rien n'est fait. Bon, maintenant, après, non, c'est qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a le 8 août dernier, le président de la commission de la CEDEAO est venu au Togo. Il a dit, nous, on veut organiser les élections législatives le 20 décembre. Et ça, nous ferons tout pour l'organiser. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est mis en branle pour les élections législatives. Maintenant, qui des réformes électorales et à l'Assemblée, des réformes constitutionnelles, il y a une double responsabilité. Hypothèse numéro 1, les députés de l'opposition font une proposition de réforme à l'Assemblée, ou alors le gouvernement fait un projet de loi. C'est que pour le moment, personne ne dit rien. Et nous sommes particulièrement inquiets parce que les deux sont liés. Si on se contente uniquement de faire les élections législatives sans s'occuper de ce qui a amené la crise en partie, à savoir les réformes constitutionnelles, on n'aurait pas beaucoup avancé. C'est ça. Et le statu quo perdu toujours? Le statu quo ne perdure pas, puisqu'on en parlera tout à l'heure, la CENI est en train d'organiser les élections. Justement, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans un statu quo. Mais la situation actuelle profite d'abord à ceux qui organisent les élections, à ceux qui sont partis pour aller à des élections le 20 décembre 2018. C'est ça. Et justement, l'apaisement que l'on recherche, n'est-ce pas, dans cette feuille de route, il me semble qu'on n'y parviendrait pas, dans la mesure où la CENI a déjà commencé son job en installant cette démembrement, alors que les autres membres
qui devant composer cette CENI n'y sont toujours pas. Bon, d'abord, c'est qu'il faut retenir qu'en 2013, comme en 2015, les autres membres dont vous parlez ont toujours rejoint après. Et qui n'ont jamais rejoint avant. Il y a ça n'a rien. Surtout en 2013. En 2015, ils ont rejoint un peu plus tôt, mais en 2013, ils ont rejoint après le recensement électoral. Donc, ce n'est pas nouveau, il y a un effet jurisprudence qui existe. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi se rappeler que depuis quand même 2018, on n'a plus de manifestations au Togo, donc on vit quand même dans une relative apaisement. Et le troisième élément, qui peut aussi être trompeur. Qui peut être trompeur, je suis d'accord. Oui. Le troisième élément, c'est qu'il faut aussi, et ça je pense que les téléspectateurs doivent être au courant, c'est que la CENI, pour le moment, est dans la salle d'égalité. Elle fonctionne avec le quorum qu'il faut par rapport au code électoral pour fonctionner, à savoir le code électoral dit 9 commissaires sur les 17, actuellement ils sont 13 à la CENI. Elle fonctionne, bien entendu. Si la CEDEAO, qui a mis sa feuille de route, trouvait que la CENI n'est pas dans son rôle de faire ce qu'elle est en train de faire, comme nous avons plus ou moins sur cette question-là, les Togolais se sont mis sous tutelle de la CEDEAO, elle sera amenée à réagir. Je pense il y a une équipe qui arrive bientôt, ils vont peut-être nous dire assez rapidement. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, l'information circule énormément et que si depuis le 8 août, la CENI ayant annoncé même sa reprise des activités en présence du commissaire de la commission de la CEDEAO, il faut aussi le dire. Si la CENI était dans une position hors la loi, je pense que la commission de la CEDEAO au moins aurait réagi. Mais je ne peux pas parler au nom de la CEDEAO. Elle se prononcera sans aucun doute assez rapidement. Vous êtes à la CENI, n'est-ce pas? Le bien de la sûr. CENI. Oui. Alors, c'est cette façon de faire cavalier seul. Non, comment cavalier seul? Il y a 17, 13 membres. On ne peut pas être cavalier seul s'il y a 13 personnes. Quand on est 13, on ne peut pas cavalier seul. Oui, mais c'est que les conditions ne sont pas toutes réunies justement pour aller... Et quelles sont les conditions qu'il faut réunir? C'est ce que j'ai dit. Je dis hypothèse numéro 1. Aujourd'hui, la CENI, dans sa composition, respecte l'article 12 du Code électoral, qui définit la composition de la CENI. 5 de la majorité parlementaire de l'opposition, 5 de la majorité au pouvoir, 3 des partis extra-parlementaires, 3 de la société civile. Il y a eu une procédure qui a toujours été la même. Le bureau de l'Assemblée nationale invite les partis de extra-parlementaires et de la société civile qui veulent être à la CENI d'envoyer leur candidature, et c'est l'Assemblée nationale qui vote donc ces 6 membres. Cette procédure a été régulière. Donc aujourd'hui, ce que je dis, sur la base de l'article 12 de la CENI, cette CENI-là est régulière. Sauf si, du moment où nous sommes engagés pour respecter la feuille de route de la CEDEAO, si cette CENI-là est contre la feuille de route de la CEDEAO, donc en ce moment-là, puisque nous sommes mis sous pas dire sous le joug, mais à l'abri de la communauté ouest africaine, en ce moment-là, on peut à la limite dire à cette CENI la question du cadre fixé par la feuille de route de la CEDEAO. La question du cadre électoral aussi n'est pas encore réglée, notamment le découpage électoral. Mais je vais vous dire une chose. Oui. Au deuxième jour des rencontres, je n'y étais pas, mais en tant qu'acteur politique, j'ai toujours été mis au courant des minutes des rencontres qui se passent lors des dialogues. Au deuxième jour, constatant le président Nana Akufo-Addo, constatant le blocage sur les questions du départ ou non de M. Faure Gnassingbé, avait demandé à l'ensemble des protagonistes de laisser les questions liées à la candidature de M. Faure Gnassingbé de côté et d'aborder donc le deuxième sujet qui était le sujet du cadre électoral. Malheureusement, et ça fait partie des choses que je dénoncerai toujours, c'est que l'euphorie du moment a permis à certaines personnes de dire non, il n'y a que cette question-là qui nous intéresse. Les autres questions, la question du départ de M. Faure Gnassingbé est essentielle et est au-dessus de toute autre question. Aujourd'hui, malheureusement, nous nous retrouvons avec une feuille de route de la CEDEAO qui ne va pas plus loin. Nous avons proposé, par exemple, pour le découpage électoral, je vous ai dit, 4 représentants de la CEDEAO et de la diaspora. Nous avons demandé pour le Grand Lomé, qui avait que 10 députés en 2013, de monter à 18. Ça, c'était une proposition concrète en ce qui concerne le découpage électoral. Au lieu que les discussions lors du dialogue puissent aborder des questions aussi concrètes, malheureusement, c'est enlisé dans des questions liées à des sujets qui étaient difficilement accessibles à l'ensemble des acteurs, puisque les positions étaient inconciliables. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une feuille de route qui consacre en réalité le statu quo. Nous sommes en train d'aller à des élections sur la base de 2013, alors qu'il y a eu beaucoup d'observations, beaucoup d'insuffisances qu'on a observées au lendemain de 2013 et qu'on aurait pu, grâce à la CEDEAO, bien entendu, améliorer. Maintenant, si on s'en tient à ce qu'on entend, à savoir que la feuille de route de la CEDEAO
a été mise en place, elle va être respectée comme une sorte de loi nationale, mais malheureusement, c'est qu'on a laissé passer l'occasion. Maintenant, si les acteurs politiques togolais peuvent avoir le courage de dire, écoutez, même si la CEDEAO n'a pas abordé certains sujets, on peut le faire. Oui, mais pour cela, c'est qu'il faut d'abord aller commencer à discuter au niveau de la CENI. Maintenant, si on n'y va pas, c'est un peu compliqué. C'est ça. Et l'échange du vin, vous pensez que ça peut être tenable Sur le plan de chronogramme, oui. Mais est-ce que ça permettra d'avoir la meilleure élection? J'en sais rien. Sur le plan de chronogramme, aujourd'hui, la CENI nous annonce commencer le recensement électoral le 1er octobre. Oui, sur le plan du chronogramme, oui. Toutes les CENI ont toujours mis en place un chronogramme de 3 mois pour organiser une élection. Donc oui, là on avait 5 mois, c'était tenable. Mais maintenant la question, sachant que la CENI avait déjà fait un certain nombre de travail en amont, maintenant la question, est-ce que ça nous donnera la meilleure élection qu'a connu le Togo? J'en suis pas sûr. Parce que d'abord, il y a le caractère inclusif. Si tous les acteurs ne sont pas, ça veut dire que le taux de participation va s'en ressentir. Il y a sans aucun doute dans certains endroits, il y aura peut-être des mouvements, ainsi de suite. Je ne suis pas sûr que nous allons à des élections dans les meilleures conditions. Mais encore une fois, c'est nous-mêmes qui nous sommes pris et qui avons appelé la CEDEAO de venir prendre des décisions à notre place, là où nous aurons pu, peut-être sous l'égide de sages togolais, s'asseoir et discuter ensemble. Vous savez, le gouvernement avait invité, au début de la crise, autour du mois de septembre, l'ensemble des acteurs, pour que chaque acteur vienne apporter ses propositions. Nous sommes allés à cette rencontre-là en tant qu'ancien candidat à une élection présidentielle et parti à un prix par des élections majeures au Togo. Nous aurions pu à l'époque, peut-être si tous les acteurs avaient joué le jeu, dire par exemple au gouvernement, écoutez, trouver un certain nombre de personnes togolaises ou bien même hors du Togo qui vont habiter le dialogue togolais. Nous, on nous a dit automatiquement que nous n'étions pas qualifiés pour pouvoir faire des propositions parce que n'étant pas avec la C14, nous étions forcément des béquilles du pouvoir, sans jamais apporter la preuve de ces accusations. Maintenant, nous sommes dans une situation où le vin est tiré, nous sommes obligés de le boire. Mais est-ce qu'il est bon? Je ne suis pas sûr. C'est ça. Et de façon indiscrète, vous êtes toujours, vous comptez toujours parmi l'opposition? Non, vous savez, moi, honnêtement, je ne porte pas, vous voyez, ma chemise, il n'y a pas écrit opposition là-dessus. Et il n'y a aucune fierté à dire moi, je suis opposant ou pas, non. Le plus important pour un acteur politique, c'est s'engager pour l'amélioration des conditions de vie de sa population, pour une meilleure gouvernance politique et pour une meilleure gouvernance économique. Et quand vous prenez, au titre des partis politiques qui critiquent le plus l'action du gouvernement, vous trouvez le net. Vous n'avez pas, quasiment, il n'y a pas de mois où nous n'envoyons pas des correspondances pour dire sur tel sujet, tous ces sujets, c'est pas bon. Parce que nous n'attendons pas d'être au pouvoir d'abord avant de faire les choses. Et bien sûr, au même moment, de temps en temps, quand le gouvernement fait quelque chose qui est bien, nous le félicitons. Vous savez, ils sont en train de vouloir mettre de l'électricité dans tous les villages. Bravo! Bravo, moi je les félicite. S'ils peuvent mettre l'électricité dans tous les villages, je les félicite. On a mis des routes maintenant. Quand moi je vais venir en ville pour aller au port, je prends le contournement. Bravo, ça m'arrange. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont au pouvoir. Il faut bien que quand vous êtes au pouvoir et que vous avez l'utilisation du budget national, que vous en fassiez quelque chose. Pour que demain, quand quelqu'un d'autre viendra prendre la place, qu'il continue ce que vous avez commencé à faire. Donc, si les gens considèrent que, bien entendu, si les gens considèrent que être opposant, c'est de dire tous les matins, 50 ans ça suffit, fort dégage. Non, nous on pense que quand vous avez fini de dire ça, qu'est-ce que ça change? Monsieur Gérard, quand vous avez fini de dire 50 ans ça suffit, fort dégage, qu'est-ce que ça change? Il est toujours là-bas. Donc, comment, par quelle stratégie? Vous n'êtes pas dans l'option de l'alternance politique? Non, nous sommes dans l'alternance. Vous savez, j'ai 43 ans aujourd'hui. Quand je suis né en 1915, il y a Gnassingbé qui était au pouvoir. Je n'ai pas envie d'avoir 50 ans avec un Gnassingbé au pouvoir. Mais si je me contente de cette incantation sempiternelle, à dire tous les matins fort dégage, il sera toujours là en 2030. Donc, c'est comment, quelles sont les stratégies qu'il faut trouver pour faire en sorte que l'alternance arrive? Et la première stratégie, c'est de faire en sorte que les élections législatives de 2018, que l'opposition gagne ces élections. Parce que si nous arrivons à transformer la frustration populaire en une frustration électorale, en ce moment-là, si nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, vous savez ce qui va se passer? C'est que déjà le Premier ministre sera issu de l'opposition. Parce que même si la loi ne le dit pas clairement, puisque le Premier ministre a besoin du vote de confiance de l'Assemblée, bien entendu, un Premier ministre qui n'est pas issu de l'opposition n'aura jamais le vote de confiance de l'Assemblée. Donc on va rentrer dans une cohabitation qui va baliser le terrain pour 2020. Mais si on n'a pas de stratégie, si on se laisse uniquement griser par peut-être les olé de certaines personnes qu'on sort dans la rue, on dit « Ouais, président, vous êtes bon, ainsi de suite », ça ne va pas changer parce que ça fait... On peut se poser une question, Gérard. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, le Togo est le seul pays qui n'a pas connu l'alternance? On peut dire d'un côté, oui, c'est parce que les gens sont au pouvoir, ils ne veulent pas partir. Mais tout pouvoir est prédateur du pouvoir, dans tous les pays.
Mais on peut aussi se dire certainement qu'au niveau de l'opposition, nous n'avons pas trouvé les armes, les moyens, les voies qui permettent de réaliser cette alternance. Parce que quand on prend l'Afrique, il y a des pays où, en réalité, les pouvoirs étaient plus répressifs, plus même dictatoriaux, mais les oppositions ont réussi. Donc, aujourd'hui, nous pensons qu'il est très important que nous explorions ces autres voies, quitte à ne pas être appelés opposants. Honnêtement, qu'est-ce que ça vous fait quand vous appelez opposants? Moi, c'est même au Togo uniquement qu'on met cette histoire là devant. Dans d'autres pays, on est de l'opposition, mais on n'est pas opposant. On est de l'opposition parce qu'on ne participe pas à l'action gouvernementale, on n'est pas dans la majorité gouvernementale. Mais opposant est un titre qui n'existe nulle part. Vous êtes un politicien de votre parti, point. Vous appartenez à l'opposition par une définition claire. Vous n'appartenez pas à la majorité qui gouverne. Mais c'est tout. Mais on a l'impression qu'au Togo, comme Superman, les gens mettent opposants, alors que quand vous fouillez bien, c'est ceux qui se disent opposants là, qui profitent le plus du système, et ça on le sait. Donc. Oui, mais ça, vous n'avez pas les preuves. Hein? Mais comme les gens n'ont pas les preuves que nous sommes d'habitude du pouvoir, vous voyez, on se retrouve à la fin. C'est ça. Alors, celui que je voudrais évoquer avec vous, qui inquiète, hein, ces histoires de profanation des lieux saints de l'islam, des Corans brûlés, des mosquées brûlées, ça vous inquiète aussi? Hein? Non, c'est très inquiétant parce que... Ça ne t'a jamais conduit. Et puis dans ce contexte encore. Hein? Oui, la chose qui fait sortir l'homme de sa rationalité, c'est la religion. Parce que la religion n'est pas rationnelle. Quand je n'ai jamais rencontré Jésus, je n'ai jamais rencontré Dieu, moi je suis chrétien, mais je crois en Dieu, je crois en Jésus. Donc c'est pas rationnel. Et donc quand on touche à la religion, on touche à l'irrationnel de l'homme. Et ça c'est extrêmement dangereux quand vous commencez à toucher à des lieux saints d'une religion qui est une religion certes de paix, mais que certains fous utilisent souvent pour apporter la violence. Donc je pense que c'est très inquiétant. Et les gens qui font ces profanations, qui sont donc auteurs de ces crimes, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, mais ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent opposer la population togolaise, ils veulent opposer les religions, ils veulent opposer les convictions religieuses. Et tout heureux que jusqu'à ce jour, quand même, je pense qu'il y a une solidarité entre ces confessions religieuses. Mais c'est très inquiétant. C'est-à-dire, on a connu par le passé la classification de lieux administratifs et tout ça. Bon, on savait que c'était la guerre entre opposants, mais maintenant, aller attaquer à quelque chose qui est, comme je l'ai dit, du domaine de l'irrationnel. La religion, c'est de l'irrationnel. C'est extrêmement dangereux et je pense que nous, acteurs politiques, on a tous condamné. Hein, et je savais avec beaucoup de plaisir que je vois que les responsables religieux aussi, de toutes les confessions, font preuve de solidarité pour essayer de comprendre que ce qui nous unit dans notre pays est plus fort que ce qui peut éventuellement nous diviser. Qui peut en être les auteurs? Ah, ça c'est extrêmement difficile parce que dans ce climat-là, tout le monde peut trouver un intérêt à ce que le semblant peut-être de calmie qui est en train d'arriver ne vienne pas. Vous savez, nous, au niveau des centristes, nous avons toujours été opposés à tous les extrémismes. Et les extrémismes, c'est ceux qui veulent en réalité qu'il n'y ait pas de paix, qu'il n'y ait pas de stabilité. On les trouve dans toutes les formations politiques, on les trouve dans tous les courants politiques, et il faut absolument les combattre. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que je peux connaître, mais ce que je peux dire, c'est continuer à inciter les pouvoirs publics et surtout le ministère de la Sécurité à trouver dans des meilleurs délais les responsables de ces actes-là et à les châtier à la hauteur des crimes commis. Parce que c'est quand même quelque chose de très grave d'aller incendier une mosquée et surtout de toucher au livre saint, qui est quand même quelque chose de très précieux dans la religion musulmane. Et fort à l'occasion de Tabaski, la dernière fois, a offert 1300 Corans à l'une de ce qui a été brûlé. Bon, d'abord, je ne sais pas pourquoi c'est 1300, combien il y en a été brûlé, je ne sais rien. Pour moi, c'est que la réponse la plus... Comment trouvez-vous ce geste? Bon, vous savez, nous sommes dans un pays où la tradition des cadeaux de l'exécutif est parfois même très, très ancrée dans les esprits. Donc, on peut dire que c'est dans cette droite ligne. Mais en tant que président, il est libre d'offrir quelque chose. Mais pour moi, le meilleur cadeau que le chef de l'État peut nous faire, c'est de trouver les responsables de ces crimes-là, parce que c'est le plus important. Maintenant, à offrir dans un geste symbolique des courants à la communauté musulmane, c'est sans aucun doute apporter aussi une réponse à des dégradations physiques qui ont été faites. Ça reste symbolique, mais pour moi, la réponse la plus saine, c'est de trouver les responsables de ces profanations et de ces actes qui restent quand même des actes criminels. C'est ça. Retour à la situation politique, peut-être pour terminer cet entretien. Et d'ici décembre, qu'est-ce qui peut se passer? Comment voyez-vous
l'avenir à court et à... Mais il y aura des élections, monsieur Gérard, il y aura des élections, non, mais nous on s'y prépare, parce que... Oui, non, on s'y prépare parce que... de bataille, oui, non, on s'y prépare. Nous, on a dit une chose très très simple. Le NET n'est pas en mesure de présenter des candidats dans les 30 circonscriptions. On n'a ni les moyens, ni la volonté, ni les capacités. Nous, on choisit 3 ou 4 préfectures dans lesquelles on met le peu d'énergie qu'on a. Et nous incitons les autres partis aujourd'hui à plutôt se focaliser sur des objectifs qui sont à la hauteur de leur capacité pour faire en sorte que demain à l'Assemblée, qu'on fait la somme de tous ces voix, on puisse avoir les 56 députés qui permettent d'être majorité à l'Assemblée. Pour nous, c'est la chose la plus importante. Si on continue à faire ce que nous sommes en train de faire en disant qu'il n'y aura pas d'élection, alors que nous savons très bien que d'abord nous n'avons pas la capacité d'empêcher la tenue de cette élection. Et puis secondo, je l'ai dit tout à l'heure, si depuis le 8 août, où la CENI a repris officiellement cette activité, en présence même du président de la commission de la CEDEAO, la CENI était dans un faux chemin, je pense que la CEDEAO aurait réagi. Et donc, c'est faire un peu de la politique d'autruche que de dire non, mais il n'y aura pas d'élection, non, il faut recomposer la CENI, et puis on nous fait une proposition complètement bizarre où on nous dit qu'il faut recomposer la CENI de façon paritaire, tout comme si à la veille de chaque élection, chaque fois qu'il y aura un nouveau regroupement de partis politiques, il faudra recomposer en fonction de ce regroupement-là. Donc, aujourd'hui, pour nous, notre analyse, c'est que nous avons donné à la CENI le bâton pour nous faire battre. Ils nous ont battus en nous fixant une date de façon arbitraire, en disant vous irez aux élections le 20. C'était pas, si on nous a demandé notre avis, on n'aurait pas fixé la date du 20. Mais à partir du moment où nous avons donné donc à cette organisation supranationale le choix de décider à la place des Togolais, nous sommes obligés d'y aller. Nous y allons avec peut-être le bâton entre les reins, mais nous y allons. Et puis, ça ne va pas régler définitivement le problème togolais. Mais je pense que ça aura la capacité, si les élections sont transparentes, ça aura la capacité de beaucoup plus définir en réalité les lignes de front et puis de définir les capacités des formations politiques qui participeront et de relancer le débat pour 2020 parce que ne nous trompons pas, on va peut-être régler le problème pour 2018 mais la question de la candidature au nom de Faure Gnassingbé en 2020 va se reposer qu'on le veut ou non entre 2019 et 2020. Et c'est ça le grand sujet qui divise les Togolais. Non, moi je ne pense pas. Non, je pense que ça divise les acteurs politiques, même si moi je pense que c'est un faux problème. Vous savez, en 2014, nous avions la possibilité de régler ce problème-là et de mettre le verrou constitutionnel. Comme ça s'est passé en RDC. Parce que moi j'entends tout le monde dire oui, mais RDC c'est bon, mais pourquoi pas le Togo? En 2014, nous avions la possibilité, en ayant discuté. En 2014. Moi, j'étais à l'époque à Arc-en-Ciel et même membre fondateur de CAP 2015, ce que beaucoup de personnes oublient de temps en temps. Et nous avions la possibilité, en discussion avec nos amis d'UNIR, même de considérer, c'était une proposition du CAR, de considérer que le mandat 2010-2015 est le premier mandat de Faure Gnassingbé et que si nous avions les réformes qui limitaient le mandat à 2, le mandat éventuel de 2015 à 2020 serait le dernier. Mais certaines personnes disent non, on ne peut pas donner un troisième mandat à M. Faure Gnassingbé. Ils ont été les premiers à se présenter à la candidature, ce qui a tout fait écrouler. Et quand vous aussi, vous étiez avec... Non, mais nous sommes allés après, nous on était même les derniers, c'est le dimanche là, à 20h qu'on a réuni la somme pour aller déposer, alors que certains avaient déposé 5 jours avant. Donc en réalité, la question c'est que si nous ne mettons pas un verrou constitutionnel, nous aurons toujours un problème. Si on avait mis ce verrou constitutionnel en 2014, aujourd'hui nous saurons à partir de quand M. Faure Gnassingbé n'est plus qualifié à se présenter. Donc aujourd'hui la question... Et vous pensez qu'il va respecter cela? Non, mais s'il y a un verrou constitutionnel, au moins tout le monde peut appuyer. C'est ce qu'on a eu au Burkina Faso, c'est ce qu'on a eu en RDC. Vous pouvez demander à tous vos acteurs, à tous les partenaires de vous aider parce qu'il y a un verrou constitutionnel. Quand il n'y en a pas, c'est un peu difficile. Vous voyez quand aujourd'hui, prenez même notre ancienne puissance coloniale, même si on a été que sous le protectorat de la France, quand on demande à M. Macron de se prononcer sur la candidature de M. Faure Gnassingbé, il est obligé de dire tout simplement qu'il faut que les élections permettent soit la confirmation ou bien l'infirmation. Parce qu'il ne peut pas se permettre, du moment où il n'y a pas de verrou constitutionnel, de dire non, M. Faure Gnassingbé ne peut plus se présenter. Mais s'il y avait un verrou constitutionnel, tout le monde dirait oui, mais écoutez, il ne faut pas. Non? C'est pour ça qu'on a commencé l'émission jeudi. Il ne faut pas qu'on se concentre uniquement aux réformes, aux élections. Il faut voir le constitutionnel pour mettre ce verrou constitutionnel-là et qui permette en ce moment-là aux gens de pouvoir savoir qu'il y a une limite. Mais je l'ai dit tout à l'heure, si nous gagnons en 2018 les élections législatives, M. Faure Gnassingbé comprendra même que ça ne servira à rien
pour lui de se présenter en 2020, parce qu'il est comme toute personne, n'a pas envie de manger la honte, comme on dit dans notre pays. Donc il n'ira pas risquer un désaveu national si le désaveu a commencé à s'exprimer dans les urnes en 2018. Mais si UNIR ramasse, comme ils l'ont fait en 2013, un député dans les 29 sur 30 circonscriptions du pays, si UNIR finit par se retrouver avec plus de 60 députés, ça sera un moyen de lui dire que sa politique et le peuple togolais le suit. Et ce sera une autre façon de lui dire qu'il peut se faire facilement, peut se présenter en 2020. Bien, merci M. Djerit Tama pour ce temps passé en studio avec nous. Cette émission est à sa fin. Que dire en fin d'émission, en guise de message et de conclusion? Non, le message, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que les gens continuent à dire aux gens qu'il n'y aura pas des élections le 20. Il y aura les élections le 20. Préparons-nous. Chacun a les mesures de ses forces. Faisons en sorte que chaque parti prenne 2 ou 3 circonscriptions, qu'on y travaille et qu'on transforme la frustration populaire en une frustration électorale pour faire en sorte que le 20 décembre prochain, que le peuple togolais dans sa globalité vote pour l'opposition et qu'on commence en réalité la transition, cher ami, la transition. Elle va commencer à l'issue des élections législatives. Et en ce moment, la 2020 sera un boulevard pour toute l'opposition. Bien, merci. Merci à vous pour avoir accepté notre invitation. Mes téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien avec Djerit Tama, président du NET. Je vous retrouve samedi prochain pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci. C'est bon, non? Oui.